Bonjour à toutes les oreilles qui voudront de nous. Vous écoutez A Podcast Lips, le podcast disponible sur cassette audio dont on ne prononcera plus jamais le nom. En ces temps de confinement, il n'était plus possible de procrastiner. Face à nous-mêmes, sans sortie salvatrice, boulot débordant ou compromis social, il a fallu se rendre à l'évidence. Ce podcast, dont on se disait qu'on en ferait un certainement formidable, mais sans cesse repoussé, se devait d'être enregistré. Plus d'excuses. Dont acte, voici autour de la table, virtuelle et respectant toutes les règles de distanciation sociale, notre brochette d'intervenants du jour. Sylvain B, roi de la vanne et de la bicyclette. Bonsoir. Yon, qui ne s'appelle pas Johan, ni Yann, mais bien Yon. Aloha. Sylvain M, en direct de Sur les genoux de Jair Bolsonaro. Ah, on y est bien. Salut à tous. Tomisa, qui sait interpréter le générique de Saint Seiya mieux que ne l'aurait fait Marvin Gaye. Bonsoir à tous. Thibaut, expert en disparition ninja. Chloé, qui étudie One Piece comme le séminariste étudie les Saintes Écritures, et grâce à qui cet enregistrement ressemblera moins à une foire à la saucisse. Salut. Et au bout de cette voix, vous trouverez également Gaël, qui a eu la délicate mission de lancer ce débat, et qui, à part les goélands, a peu de passion dans la vie. Tous les échanges que vous entendrez aujourd'hui seront certainement foutraques, parfois approximatifs, pleins de mauvaise foi, nous l'espérons drôles, et voués à s'améliorer avec le temps. Soyez indulgents ou soyez maudits. Mais quel est donc le sujet du jour ? Le sujet du jour... Qui se lance ? Sylvain peut-être, parce que c'est toi qui nous as mis dans ce bateau. Alors, le sujet du jour, c'est l'apocalypse, la fin du monde, vue à travers le prisme de la culture populaire. Et donc pour cela, chacun a quelque chose à nous raconter sur une œuvre de son choix. Alors, Voilà. Qui souhaiterait commencer ? Je peux y aller si vous voulez, si ça dérange personne. Moi, je suis prêt. De toute façon, j'ai rien préparé, donc. Ah, bah alors vas-y, si rien n'est prêt, autant y aller. Parfait. Donc, à la base, je devais quand même parler d'un roman qui était vraiment super cool. Du coup, je vais quand même en parler sans en parler, parce que j'ai pas réussi à retrouver ni le nom de l'auteur, ni le nom du roman. Ce qui est un peu fâcheux quand on veut justement essayer de parler de quelque chose. C'est la base. Donc vraiment, c'était très bien parce que c'était l'histoire d'une femme qui vivait les dernières heures de l'humanité dans une station météo en Arctique et qui retrouvait dans un café toutes les personnes qu'elle avait connues dans sa vie, une magnifique allégorie de la mort et de la fin de l'existence et de la fin du monde, etc. Mais ce livre-là, je ne vous en parlerai pas ce soir puisque j'ai vraiment oublié les références. Tu pourrais, hein, c'est n'importe qui sur BFM TV fait la même chose. C'est vrai, mais je n'ai pas ma carte de presse, donc je ne peux pas me permettre ce genre de petites choses. À la place, je vais vous parler de Years and Years, qui est une série anglaise, une série de la BBC pour être plus exact. Et c'est une série qui est toute récente, qui a été faite, qui a été la première saison est sortie sur BBC au mois de mai 2019, donc l'année dernière. What sort of world are we in? Because if it's this bad now, what's it going to be like for you? 30 years' time? 10 years? 5 years? What's it going to be like? Did you know you can live forever? Et cette série, elle est écrite par Russell T. Davies, qui est assez connu dans le milieu, qui est un très bon scénariste, qui a écrit Doctor Who, pas mal d'épisodes, Ouais. qui a écrit Torchwood aussi, qui est un spin-off de Doctor Who, justement. À la base, il a écrit aussi des épisodes de Queer as Folk, qui étaient quand même assez drôles, donc c'est un type qui est assez polyvalent et qui est assez fort, et qui avait envie apparemment de faire ce scénario depuis super longtemps. Donc si on veut résumer en quelque sorte le propos, c'est une version familiale de Black Mirror. Donc, je sais pas si vous avez vu l'occasion de voir Black Mirror, peut-être, je sais pas. Ouais, je pense voilà. que à peu près tout le monde, non ? Ouais. Moi j'ai vu qu'un seul épisode, mais j'ai vu Black Mirror quand même. Est-ce que tu as vu l'épisode où un mec encule un porc ou pas ? J'ai vu l'épisode du cochon, moi. Voilà. Voilà. Et j'ai même pas été choqué, mais c'est pas pour autant que j'ai vu la suite.
Parce que tu as grandi à la campagne, c'est pour ça. Ça va être ça, j'aime beaucoup les cochons. Alors, peut-être avant que je commence à parler de la série, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu ou pas? Pas du tout. Bon, On en a c'est bien. parlé, moi, je sais pas. Non plus, ouais, tu vas nous Et spoiler à fond. je vais Donc, essayer de vous donner envie. Non, je vais essayer de pas trop vous spoiler, puis je vais Ah. essayer de vous donner envie de la regarder. Donc cette série, en fait, c'est une. Je vais essayer de vous la résumer rapidement. En gros, ça suit une famille à partir du moment où naît un enfant. En fait, on suit cet enfant et sa famille. Donc il y a 2 oncles et 2 tantes avec d'autres enfants, ses cousins qui sont plus âgés, etc. Et c'est de l'anticipation réaliste. En gros, ça commence en 2019 ou en 2017, je crois, avec la naissance de l'enfant. Et on suit la famille. Donc, le scénariste a dit qu'il avait écrit sur 20 ans. Donc, on suit la famille sur 20 ans. Et lui, en fait, il se base sur des choses de la réalité. Donc, le premier postulat de ça, vu que c'est une série anglaise, c'est le Brexit et comment les Anglais vont vivre le Brexit. Et par-dessus ça, il y a de l'anticipation pure et dure et un petit peu plus apocalyptique, donc un petit peu plus en accord avec notre sujet de ce soir. C'est que le nouveau président des États-Unis, qui est Mike Pence, l'actuel bras droit de Trump, il attaque une île artificielle chinoise, en fait. Donc, c'est un peu la fin de la guerre économique. Et en fait, il balance une bombe atomique sur une île où il y a 1 million de personnes. Et donc, il y a quelque chose un marqueur fort dans l'humanité avec cette catastrophe qui tue 1 million de personnes d'un coup et tout un pan de la société qui se désolidarise des États-Unis et du coup de l'Angleterre, puisque l'Angleterre est devenue un allié privilégié des États-Unis après le Brexit. Et en travers de tout ça, on touche pas mal de thèmes transhumanistes. Donc on a un personnage qui est transhumaniste, qui veut se faire améliorer. On a un personnage qui refuse de mourir et qui veut uploader sa mémoire dans le cloud pour être éternellement avec sa famille. Et en parallèle, on a un personnage un peu plus patibulaire qui est joué par Emma Thompson, qui est en fait un mix un petit peu entre Marine Le Pen, Thatcher et l'italien, comment il s'appelle, le mec du parti 5 étoiles, puisque justement, il a son parti à elle, Salvini, ouais, c'est ça. Son parti à elle s'appelle le parti 4 étoiles. Donc du coup, elle est un peu dans le populisme et l'Angleterre qui retombe un peu dans ses travers de l'époque thatcherienne un peu. Et c'est très 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 intéressant, c'est très très bien fait. Il y a beaucoup de liberté, notamment le personnage principal qui n'est pas vraiment le personnage principal puisque c'est un enfant. Au fur et à mesure de l'évolution de la série, il est ce qu'on appelle gender fluid, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout débattu dans la série en fait. Donc c'est assez ouvert d'esprit et à côté de ça, ça attaque des thématiques plutôt intéressantes et surtout ce qui est un petit peu anxiogène, c'est que c'est très 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 réaliste la façon dont c'est des choses qui sont probables en fait quoi. C'est des choses qui sont sans vous spoiler, il y a un perso qui est amoureux d'un homme qui est ukrainien en fait, et en Ukraine il y a des milices qui font une chasse aux homosexuels, donc il y a pas mal ça part un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de choses et il y a des fois où en fait quand on arrête l'épisode et qu'on se dit que c'est tout à fait possible et plausible, c'est un peu flippant en fait. Ouais, ça a l'air de reposer sur pas mal de projections de problèmes d'actualité, quoi. De projections catastrophiques de problèmes d'actualité, enfin, notamment par rapport au truc que tu disais en Ukraine. C'est ça qui est fort, c'est que la base sur sur l'actualité est tellement forte que ça rend toute l'extrapolation réaliste et c'est flippant. Et puis comme c'est un peu plus soft que justement Black Mirror, c'est un peu angoissant. Disons que c'est pas une série feel good quoi. C'est une série pour réfléchir quoi. C'est un petit peu mais bon, sous les jours que nous vivons, ça peut être aussi intéressant de voir que certaines personnes y avaient pensé avant que les choses se passent réellement. Et puis, sans rentrer dans le complotisme primaire, c'est quand même quelque chose, je pense, qui peut être intéressant, quoi. C'est une série cathartique.
On a tous parlé en même temps. Ouais, Je sais pas je me disais si, que c'était si hyper bien noté. si nos trois auditeurs auront bien compris ce qu'on a dit tous en même temps. Mais moi, j'ai dit que c'était une série très cathartique, donc pour regarder pendant le confinement. Ouais. Et, C'est ça. voilà. Et que c'était finalement un bon choix pour se dire il y a pire ailleurs où on n'est pas si mal que ça, au chaud avec un plaid et un chat sur les genoux. Enfin, j'aime pas les chats, mais pour ceux qui aiment les chats. Tout en se disant, bien évidemment, attention le populisme, attention la montée des extrêmes. Enfin voilà quoi. C'est bon, mais c'est pas comment vous dire. C'est pas moralisateur. C'est pas C'est pas sentencieux. voilà, c'est pas moralisateur. C'est pas Hugo Clément qui a écrit le scénario quoi. Je vois pas ce que tu veux dire. Hugo Clément, il est très mesuré. Bah non, Hugo Clément, tu dis, voilà, ça vous apprendra à manger des pangolins. Vous l'avez bien dit. Vous verrez quand ça sera les poules. Attends, ils ont peut-être confondu les pangolins avec des artichauts. Hein. C'est pas hyper facile. Hein. C'est vrai que ça peut ressembler. Il peut y avoir quelque chose, en effet. Donc voilà pour la petite série que je vous conseille cette semaine. Il y a 6 épisodes, ça dure 52 minutes, c'est très très bien réalisé. Les Anglais sont très très forts en termes de réalisation, c'est assez cool, ils se débrouillent bien là depuis. Ça c'est clair. Depuis une vingtaine d'années, la télévision anglaise est de très bonne qualité. Disons que ce qu'elle a perdu, je pense, c'est un avis personnel, ce qu'elle a perdu, je pense, en termes de qualité cinématographique, elle l'a gagné en qualité télévisuelle. Sachant que c'est en série, ouais, parce qu'il y a les séries qui nous arrivent, c'est pas forcément la télé anglaise, parce qu'il y a quelques concours où je choisis un sgeg ou une chatoune pour choisir ma femme, qui sont quand même pas hyper quali non plus, je pense. Oui, non, là on parle de. C'est une série BBC One coproduite par HBO, donc il y a quand même peu de chances que les mecs se déchirent. Et en plus, je crois qu'on doit pouvoir la regarder jusqu'au 31 parce que je crois qu'elle est diffusée en France sur Canal+ série. C'est Canal qui a les droits en France, en effet. Ouais. Et donc, étant donné qu'on peut regarder Canal, oui ou non, peut-être, voilà, on peut peut-être même la regarder légalement. Enfin, de toute façon, bien entendu, il faut la regarder légalement. C'est mal le piratage. C'est très mal le piratage. N'est-ce pas? Mais par contre, c'est hyper bien noté. Là, je suis allée sur la page IMDb, c'est 8.4 sur 10. Donc, c'est un bon score pour la série relativement nouvelle, quoi. Mais pourquoi t'es allé voir si c'était bien noté? Tu me fais pas confiance? Bien sûr que si, mais IMDb, j'aime bien leur système de notes. Il correspond à un peu ce qu'on regarde nous, donc ça nous conforte dans l'idée d'aller regarder plus, quoi. D'accord, je préfère parce que sinon après sans vexer. Voilà. On peut pas faire confiance au mec qui aime trop le vélo. Il est sensible. Ouais. Faut que je recroise avec la masse, en fait. La masse dit oui. C'est ça. Le petit peuple. Lorenzo est chez toi. Oh mon Dieu. J'y ai pensé, mais j'ai pas. Celle-là, elle a mis du temps. Ah putain. T'es un peu rebelle. Pire que le coronavirus, officiellement. Ouais. Pire que le cancer. Bien. En tout cas, voilà. C'est comme disent les stand-uppers, c'est tout pour moi. Bon, formidable. Je sais pas si vous avez des questions, si vous voulez justement qu'on ouais, j'ai une question, moi, personnellement. Tu comparais un peu la série à Black Mirror, mais est-ce que c'est une série qui est anthologique ou est-ce que c'est quand même une série continue, classique, avec des épisodes, des personnages qui reviennent Ouais. C'est vraiment... on suit une famille, donc tu as toujours les mêmes personnages, il y a plusieurs histoires. Et voilà, puis ça aborde plein de choses. Ça aborde le futur des pompes funèbres. Par exemple, s'il y a un personnage qui décède, bon, pas un personnage important, mais il y a un personnage qui décède et en fait, ils expliquent une nouvelle façon de traiter les décédés une fois que c'est fait, quoi. Okay. Ils les liquéfient, donc ça, c'est un truc un peu original, quoi. Il y a un personnage justement qui ne s'exprime plus auprès de sa famille. Elle fait sa crise d'adolescence et elle s'exprime avec des émojis. Au lieu de leur parler, donc et elle est transhumaine, c'est-à-dire qu'elle veut être upgradée, quoi. Elle veut être améliorée, elle veut des implants, elle veut des choses comme ça. Puis après, derrière, il y a des histoires un peu plus triviales avec un couple qui bat de l'aile, des choses comme ça. Mais ça donne surtout, c'est assez intéressant parce que ça donne une image de la société qui pourrait être la société qu'on connaît. C'est vraiment crédible, quoi. Okay, ouais. C'est ça, c'est hyper crédible. Disons qu'une fois qu'il y a eu cette fameuse histoire là de
de bombes atomiques. Il y a pas mal de gens qui sont irradiés, puisqu'il y a des gens qui étaient près de la zone qui ont été irradiés, donc il y a beaucoup de gens qui ont des cancers. Donc la société se retourne sur des choses de base, sur une société où la santé est importante, où l'écologie est importante. Et du coup, ça peut être intéressant parce que là, moi, je vous parle de ça, je l'ai maté quand c'est sorti l'an dernier. Ouais. Et je pense que ça peut être intéressant de le re-regarder sous une nouvelle lumière et se dire peut-être que quand on sortira de cette crise-là, on arrivera peut-être, alors je suis peut-être optimiste, hein, on arrivera certainement à développer une société sur ce modèle-là un petit peu, avec un peu plus de place sur l'humain et sur l'écologie. Bien, merci Sylvain pour ce résumé et cette accroche sur Years and Years qui, je pense, ça m'a donné envie d'aller y jeter un petit coup d'œil, même si je ne sais pas si c'est le bon mood, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, maintenant qu'on est confiné, on aura le temps de rattraper 10 ans de série. Je pense qu'on va même pouvoir se mettre à avoir l'intégrale de Plus belle la vie d'ici la fin, si besoin. Mais puisque ce que tu as raconté, en fait, ça me fait un peu penser à ce que j'avais préparé moi-même sur un sujet qui m'est cher. J'ai même proposé de faire un podcast uniquement où à chaque sujet, on parlerait de Watchmen. Parce que quel que soit le sujet abordé, ce comic book, on a toujours sous la semelle, il y a toujours plein de choses à raconter sur ce que nous ont pondu donc Alan Moore et Dave Gibbons. Ils ont créé un monument de la pop culture qui digère à peu près toutes les influences de l'époque. Et bien évidemment, parmi une de ces influences, c'est la peur de l'apocalypse nucléaire qui transpire dans toutes les pages de Watchmen. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un classique des classiques. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde. Je crois que là, pour le coup, tout le monde l'a lu. Hein. Ouais, bon, de toute façon, si on doit spoiler quelqu'un sur Watchmen, normalement c'est garanti sans spoiler, mais bref. Ce Watchmen, en fait, ça reprend donc cette peur de l'apocalypse. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'apocalypse nucléaire, on l'a un peu oublié, même tu vois, ils en parlent dans Years and Years. Et puis bon, on a eu un petit revival quand même ces dernières années, grâce au formidable duo Kim Trump, hein, qui nous a joué la partition de C'est moi qui est la plus grosse. Mais la peur de l'annihilation par la bombe, ça a profondément marqué la génération de nos parents, celle qu'on appelle désormais les boomers, pour être jeune. Donc, c'est les années 50 ont marqué cette course justement au bloc de qui aurait la plus grosse bombe. Et donc, ça a marqué les populations civiles, dont le jeune Alan Moore qui a grandi à Northampton, dans cette Angleterre ambiance swinging 60s, mais aussi des épées de Damoclès thermonucléaires. Donc la peur de cette bombe, elle traverse tout le roman graphique. Alors il y a un élément qui est vraiment central, hein, c'est l'horloge de l'apocalypse que l'on voit en filigrane, qui nous est présenté, on les voit dans des émissions télé. Voilà. Et le petit smiley, bien évidemment, hein, puisqu'il est minuit moins 5 ou moins 3. Bon bref, on est vraiment à 2 doigts de l'apocalypse. Mais il y a aussi quand même pas mal de choses qui nous rappellent notre monde actuel. Le monde de Watchmen est au bord de l'explosion. Alors ces super-héros, ça c'est forcément c'est la petite différence avec la réalité, c'est qu'il y a des super-héros qui existent, mais ces super-héros sont très très fatigués, voire carrément nihilistes pour certains. Je pense notamment à un certain homme masqué un peu foufou qui est donc Rorschach. Hein, c'est vraiment le personnage, un des personnages préférés de tout le monde, alors qu'Alan Moore lui-même ne l'aime pas trop et le trouve complètement fasciste, ce qui est, il est vrai, vraiment complètement facho, ce Rorschach. Donc en 87, c'est vrai qu'on peut se dire qu'Alan Moore, il anticipe bien toute la situation qu'on a aujourd'hui, hein, cette omniprésence des médias hyper partisans, le populisme, les tensions sociales et les théories du complot, donc puisque tout Watchmen repose sur une vaste théorie de complot, ce qui est assez étonnant quand on voit que le bouquin, il a plus de 30 ans, hein, c'est quand même quelque chose d'assez contemporain. Et ce qui fait aussi la génialité du récit, hein, je ne vais pas revenir dessus pendant 2 heures, ça a été maintes fois repris, c'est le jeu de fausses pistes, puisque Alan Moore, donc, en tant que scénariste, va mêler joyeusement la réalité, la dystopie et le fantastique. Alors, parmi les récits enchâssés, il y en a un qui est intéressant, c'est celui qui nous raconte l'histoire du Docteur Manhattan. Alors, Docteur Manhattan, c'est un pauvre type qui est quand même ingénieur nucléaire, qui finit par être désintégré, puis réussir à se réintégrer à la force de sa pensée. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans Watchmen, c'est que les restes de son humanité se diluent petit à petit au fur et à mesure du récit. Et en fait, lui, c'est le seul rempart contre la folie nucléaire, puisqu'il est l'arme ultime des Américains.
Alors aussi, il y a un élément très très important du Docteur Manhattan, c'est qu'il se balade quand même le sgeg à l'air pendant une bonne partie du récit. Ça, c'est quand même un truc assez foufou dans les. Et il est dans les très à comics. l'aise pour les scènes de nu, apparemment. Ouais. C'est assez rigolo. Et ça a été repris d'ailleurs dans l'adaptation HBO Oui, c'est vrai ça. de la suite. Bon, même si là, le membre de l'acteur qui incarne Dr Manhattan est particulièrement impressionnant. Je pense que Ah plus les bah, ils ont, adaptations live avancent, plus le membre du Dr Manhattan est important. Parce que ils ont dans le voulu, film, ils ont voulu semblait- faire comme South Park, bigger, longer, uncut, quoi. Exactement. Ouais. Mais bon, ce qui est important de Dr Manhattan, c'est pas forcément son sgeg, c'est que sa disparition va être l'objet du compte à rebours vers l'Armageddon final, en fait, qui fait toute la fin de l'intrigue du comic et du film qui en a été tiré, qui est bon très, on va dire, une adaptation assez plan-plan, mais plutôt réussie. En tout cas, qui suit bien l'intrigue. Et puis, il y a un deuxième plan, c'est le travail autour des récits insérés dans le récit, justement, à travers l'œuvre de Max Chi, qui en fait, c'est un auteur fictif, mais qui s'insère dans la véritable histoire de DC Comics. Donc EC, Entertainment Comics, devenu par la suite une branche de DC. Et en fait, ce personnage va cohabiter avec plein d'auteurs et plein de réalisateurs réels. Et surtout, il va nous permettre d'aborder l'histoire des comic books, et notamment tout ce qui est comics horrifiques, donc qui ont été publiés dans les années 50, notamment dans Weird Science. Et alors, en fait, ces comics étaient surtout tournés vers les adolescents, mais racontaient beaucoup de récits sur l'horreur et l'apocalypse nucléaire. Donc, beaucoup d'aventuriers qui partaient dans les étoiles, revenaient, ils pensaient être sur une nouvelle planète, mais non, en fait, c'était la Terre. Bon, il y a plein d'histoires comme ça. Et en fait, ces histoires qui étaient à gros succès étaient surtout des satires cachées de l'American Way of Life. Et en fait, ça a vraiment été un élément important. D'ailleurs, un des auteurs de ces histoires est devenu le rédacteur du cultissime magazine Mad. Donc, c'était Harvey Kurtzman. Et donc, évidemment, ça plaisait pas à l'establishment, donc qui comprenait ces histoires au premier degré. Ça rendait les adolescents cons, ça les rendait pervers, etc. Et donc, tout ça a fini par être régulé par le Comic Authority. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ce qui nous intéresse, c'est qu'Alan Moore, il reprend tout cet univers pour imbriquer dans son récit une histoire de pirate dans le style graphique des années 50. Et en fait, il y raconte aussi la lente déshumanisation d'un survivant de naufrage qui, sous l'influence d'un mystérieux vaisseau noir, Black Fighter, donc l'auteur il va s'amuser à, en filigrane, nous avertir que la folie guette inexorablement la fin de son récit qui arrive quelques pages plus tard. Et alors, si on regarde plus globalement, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'apocalypse? Alors, dans Watchmen, l'apocalypse, c'est plutôt l'avant-apocalypse. C'est vrai que on ne voit pas, l'apocalypse n'arrive pas, sans trop spoiler, puisqu'à la fin du récit, il y a un Deus Ex Machina qui va donner à l'humanité le sursaut de lucidité qui lui manquait. Et donc, en fait, c'est quand on met le monde au bord du gouffre qu'on va arriver à se faire une raison. Et ça, dans Watchmen, c'est assez intéressant. Et bien entendu, toute ressemblance avec des faits réels et actuels est évidemment purement fortuite, puisque Homo sapiens étant ainsi fait, qu'il s'agisse d'un dirigeant actuel se focalisant sur l'économie d'abord, et on verra ensuite, ou un bachelier se disant qu'il serait peut-être temps de réviser la veille de ses examens, notre cerveau semble toujours fonctionner comme ça, le présent d'abord, et puis après on verra bien. Tout ça pour dire que dans la pop culture, l'apocalypse est quand même toujours une toile de fond pour décrire notre humanité. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, soit ça la décrit un petit peu avant le grand boom, comme dans Watchmen. Il y a aussi, je sais pas, l'Armée des 12 singes, Umbrella Academy, pour quelque chose d'un peu plus récent. Ou quelques temps après aussi, comme dans de nombreux films, Matrix, Why, le dernier homme, là. Ouais. Si je peux me permettre, en fait, tout, moi, depuis que je suis jeune, depuis que je regarde des films, que je lis des comics et que je regarde des séries, etc. Depuis que je suis jeune, moi, j'ai l'impression que ma génération à moi, et puis peut-être un petit peu les précédentes, on est conditionné à ce que la fin du monde arrive, quoi. C'est-à-dire que là, quand il y a eu l'épidémie de Covid, moi, je me suis dit, ah, ça y est, limite, quoi. Et attends, il y a mieux. Tout à l'heure, j'ai eu un coup de fil de ma nièce qui flippe parce qu'il y a le 29 mars, il y a une météorite qui nous passe au ras des couilles à 36 km. Bien sûr. Non, mais ça, je pense que en fait, c'est à la fois ce côté se faire peur, mais en même temps faire comme si rien n'existait. T'as qu'à voir tout le monde qui part en balade sur les quais de Garonne alors qu'on dit confinement, mais comme il fait beau, il faut quand même aller faire un petit tour. On ne sait jamais
Parce que dans les films, quand c'est l'apocalypse, il fait pas beau, il y a des tempêtes de sable, il fait gris, les mecs ont des mitaines, voilà quoi. Ouais, mais dans les films d'Apocalypse, t'as toujours au moins un scientifique qui prévient tout le monde en disant hey, les gars, ça va mal finir tout ça. Et tout le monde lui dit ah, t'es gentil Jean-Jacques, mais bon, il faut continuer à faire tourner la boutique. Et puis forcément, le scientifique, il a toujours raison. En général, personne ne le croit d'ailleurs, c'est vrai. Ouais, bah oui, c'est. Et d'ailleurs, dans Signe. D'ailleurs, dans Signe, il y a le scientifique qui fait ça, c'est Horace de Dr. Quinn. Mais dans Signe de qui? Comment il s'appelle le réalisateur? De Michael Night Shyamalan. Bien joué. Non, mais dans Signe, c'est Horace de Dr. Quinn. C'est-à-dire que le mec ne prend plus les télégraphes. Il arrive, il dit « Attention, si vous m'écoutez pas, vous allez voir, il va y avoir des trucs terribles. » Et évidemment que personne ne le prend au sérieux parce que tout le monde a calculé que c'était Horace de Dr. Quinn. Quoi. À un moment donné, faut pas déconner. Quoi, tu vois. T'as le souvenir de lui dans son lit avec son bonnet imprimé dans ta rétine, en fait. Mais de ouf. Je l'ai même imprimé, genre, je dirais, au plus profond de ma chair. Non, mais tout ça pour dire que nous, notre génération, et je dirais même tous les gros geeks là, de films, etc., on est prêt, on a vu Demolition Man, on sait comment ça va se passer, et on a même appris à se torcher le cul avec des coquillages. Quoi. Non, on sait pas comment se torcher le cul avec des coquillages. Ouais, mais j'ai bien mon idée, quoi. Ouais. Non, mais dans Watchmen, ce qui est intéressant, c'est que, sans trop spoiler la fin, il se passe un événement qui est assez tragique, qui change un petit peu la manière dont le monde est vu par le grand public. Ouais, mais c'est pour ça que ça me fait penser parallèle à faire avec Guardian Earth, avec justement cette attaque, enfin ces millions de morts. En plus, ça a été très bien repris dans la série qui en a été tirée. Donc, outre le gros gag de Dr. Manhattan, il y a quand même quelques éléments assez intéressants. Et bon, après, c'est vrai que dans toute la pop culture, il y en a même qui font l'aller-retour. Alors, je pense à notamment Terminator, hein, puisque le 1 et le 2, puisque les autres films n'ont existé que dans une réalité alternative écrite par Alan Moore. Et dans ces deux films-là, on est vraiment là-dessus, sur cette alternance du est-ce qu'on peut éviter le pire? Alors, on envoie un adolescent, on envoie un guerrier, puis on envoie un Terminator protéger un adolescent qui devient le guerrier. Enfin bref, c'est vraiment toute cette histoire de qu'est-ce qui se passe avant. Et alors justement, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est l'après, parce que c'est vrai que dans Watchmen, finalement, l'après est juste évoqué, à part dans la série qui a été développée après. Et c'est vrai que l'après, dans la pop culture, c'est quand même aussi une grosse matrice à film. Alors, bon, je sais pas, il y a La Route, Last of Us aussi en jeu vidéo, The Walking Dead, je sais pas, La Planète des Singes. Et, tous les trucs de zombies, ouais. Exactement, tous les trucs de zombies, c'est ça, c'est l'excuse pour nous parler en fait de l'humanité en tant que microcosme. En gros, si on cherche à nous mettre mal à l'aise, nous filer les pétoches, mais quelque part, c'est un peu les Desperate Housewives version survivaliste, quoi, parce que c'est toujours la même chose. On regarde l'autre, on juge l'autre. Et ça, c'est l'aspect intéressant. Et il y a un truc qui est finalement jamais présent, parce que en fait, l'apocalypse, c'est quelque chose de très anthropocentré. J'avais même marqué intrinsèquement anthropocentré pour me la péter un peu. C'est qu'en fait, on considère la fin de l'humanité comme la fin du monde en soi. Et ça, c'est un truc qui n'a pas du tout été abordé dans la pop culture, à part, en tout cas dans ce que j'ai cherché, peut-être que vous aurez des pistes dans Je suis une légende, qui est plutôt moyen, mais en fait où on a l'idée de ce retour de la vie sauvage au cœur des villes qui était vraiment hyper intéressant. Moi, je crois que c'est le premier quart du film. Ce qu'on voit dans certaines villes d'ailleurs en ce moment, dans certaines villes, exactement. Il y a des animaux qui sont revenus. Exactement, et justement, c'est ça où là on voit, où on relâche notre emprise et la nature revient. Et donc ça, c'est un truc assez rigolo qui est assez peu présent dans la pop culture. Je rêve d'un jour un film survivaliste, mais qui ressemblerait à un genre de Derzu Uzala ou Into the Wild, où en fait, ça serait le monde d'après la civilisation avec quelqu'un qui survit, mais tout simplement sans grosse histoire de zombies qui le poursuivent, juste le mec qui vit quoi, dans cette fin du monde, sans on va dire le côté un peu hyper anxiogène de la route là, avec Aragorn là, qui était insupportable, où tu les voyais crever à petit feu. Moi, ça me, bon, faut pas déconner, hein, déjà que le monde n'est pas Jojo, aller se fader ça, c'est pas terrible. Après, il ne faut pas oublier non plus que tout ce que tu as cité, à peu de choses près, est tiré de bouquins. Parce que Je suis une légende, c'est le bouquin de Matheson. La Route, le bouquin de l'auteur dont je ne connais plus le nom. Et à chaque fois, effectivement, on parle d'adaptations cinématographiques qui ne sont finalement qu'une vitrine et une vision du réalisateur qui les a sortis. Parce que le bouquin va beaucoup plus loin à chaque fois. Dans le bouquin, il paraît que
enfin, parce que pour le coup, je ne l'ai pas lu, mais pour La Route, par exemple, il se trouve que, par exemple, le simple fait d'ouvrir une conserve de pêche, ça fait un chapitre entier où il décrit effectivement tout ce que ça représente pour lui, un simple, voilà, des pêches au sirop. Et pareil, dans Je suis une légende, bon, c'est une adaptation, après il y a eu aussi la version avec Charlton Heston dans les années 70, et encore une fois, c'est que, oui, il ne faut pas se baser non plus sur l'après raconté comme ça aussi. C'est ça va parfois beaucoup plus loin que ça aussi. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais. Et puis il y a aussi l'après où la nature, au lieu de reprendre ses droits, elle continue à enculer les humains, comme dans Mad Max, quoi. Parce que bon, évidemment, qu'on ne pouvait pas parler de l'apocalypse sans parler de Mad Max, parce que à vrai dire, dans Mad Max, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais on voit que la Terre, elle est pourrie, mais pour toujours, et que de toute façon, les êtres humains et les êtres vivants qui restent sur cette planète, ils sont obligés de vivre comme des cafards et comme des parasites. Et vraiment, c'est là, pour le coup, ils survivent. Et c'est là, pour le coup, c'est vraiment, il n'y a pas de retour de la nature réellement. Je crois qu'on le voit un peu dans le dernier, dans Fury Road, parce qu'il y a des scènes où justement il y a des arbres, puis ils essayent justement de retourner dans un endroit où il y aurait de la végétation, quoi. Mais alors, j'allais dire par prolongement, c'est la même chose dans le monde de Ken le Survivant, dans Hokuto no Ken, qui est bien pompé sur Mad Max quand même, quoi. Complètement, ouais, c'est complètement un rip-off de Mad Max, tout à fait. Et du coup, voilà, il y a aussi Waterworld quand même, je veux dire, sans déconner, le meilleur film des années 90, quoi. Mais Waterworld, il y avait quand même les smokers, là, ils étaient cool, là, les mecs qui fumaient des cigares en faisant du jet ski, là. C'est Dennis Hopper, quoi. Moi, j'aime bien. Ça a quand même, non, mais ça a lancé quand même une mode de gros fils de pute qui se retrouvent tous les étés à Agadir pour faire du jet ski en disant ouais, on est des smokers. Non, mais c'est bien ce film parce que la gamine, elle jouait dans l'espèce de Sauver Willy tout pourri avec une otarie là. Je sais plus ce que c'était. Elle jouait dans Corina aussi. Non, c'est Waterworld, mais l'otarie c'est Kevin Costner en fait. Non, c'est faux. Après, elle jouait aussi. Non, excuse-moi, c'est faux. Là, je peux pas te laisser dire ça. Kevin Costner n'est pas une otarie parce qu'il a des branchies et les otaries c'en est mammifères. Il respire sous l'eau, Kevin Costner. Il respire sous l'eau. Ouais, c'est vrai. Biologiquement, c'est pas juste. Ça lui a bien servi de pouvoir respirer sous l'eau parce qu'il a pu passer à travers le gros vide dans sa carrière pour revenir un petit peu en vieux mec badass là. Mais j'adore quand les acteurs font ça là, quand les mecs disparaissent à tout jamais et puis ils réapparaissent pour jouer des vieux mecs. Et vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Genre le mec disparaît. C'est ce que j'appelle le syndrome Ernest Borgnine, tu vois. Mais plus forcément, parce que justement, dans Years and Years, on parlait d'Emma Thompson. Souvent, aujourd'hui, on a le côté un peu femme chef dans beaucoup de films. Oui, c'est vrai. Et en général, femme chef un peu fils de pute, du genre qui retourne sa veste à la dernière seconde. Ouais, Hélène Darroze, quoi. Ouais, par exemple. Bien, alors je finis quand même ce que j'avais préparé parce que, bon, en rebondissant là-dessus, c'est vrai que justement, t'en parlais. Il y avait notre civilisation, en fait, elle est très douée à l'heure d'auto-provoquer sa propre extinction. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'une crotte de nez à l'échelle des temps géologiques. Et qu'après nous, donc peut-être pas le déluge, mais au moins le retour de la vie à travers l'apparition d'autres espèces, voire d'une autre espèce plus intelligente que nous. Alors, moi, je mise un peu sur les poulpes, parce que d'abord, ils sont cool. Et ensuite, j'ai lu un bouquin assez sympa qui s'appelle Le Prince des Profondeurs. Donc déjà, le titre est vraiment cool. Mais il parle de toutes les villes qu'ont fabriqué les poulpes avec des petits cailloux qui s'appellent Octopolis. Enfin, ils sont vraiment trop badass aussi. Et donc, il y aura plus ces gros relous de singes bipèdes et glabres qui ne savent rien d'autre que tout saloper, c'est-à-dire nous-mêmes. Et donc ça peut être cool aussi, mais on sera plus là pour. Ouais, mais pas les dauphins, quoi. Ah non, les dauphins. Pas les dauphins, quoi. Alors, il y a une adaptation il y a un bouquin qui s'appelle Demain les chiens, que vous avez peut-être lu. Alors, je me souviens plus de l'auteur, mais qui est un livre de science-fiction où il parle justement des chiens qui deviennent l'espèce prépondérante et intelligente sur Terre. Et donc, petit à petit, la mémoire de l'homme disparaît, sauf à travers des androïdes. Et donc, il y a Prado, là, l'auteur de La Corogne, bien entendu, qui a sorti un truc qui s'appelle Fragment de l'encyclopédie delphique. Et donc, ce sont des dauphins qui deviennent les êtres intelligents. Donc, ça te plairait beaucoup. Je te le ferai lire en plus. Non, certainement pas. Non. Je suis con. Déjà dans les dauphins.
Les dauphins sont des violeurs Ouais. et en plus ce sont des requins efféminés donc ouais, bon, c'est vrai que les hommes ne sont pas des violeurs, enfin tous les animaux sont des violeurs en fait. Ouais, mais les même dauphins les loutres, surtout quoi. Les loutres, les dauphins surtout, ouais. Les loutres qui sont si mignonnes. Et les canards. Aussi. Et les canards. Les canards. Oh, Ouais, putain, les canards. Les manchots aussi. Ouais, c'est des violeurs psychopathes. Et pendant je dis ça, il y a mon chat qui se lèche les couilles juste à côté. Ouais. Bah ouais. Mais ouais, mais parce qu'il peut. Mais du coup, c'est bien qu'on parle des dauphins parce que ça peut peut-être relancer le sujet de Yon, ça, non? Peut-être. Peut-être rebondir là-dessus, non? Complètement. Ce que j'allais dire, oui, effectivement. Parce que moi, j'avais décidé de parler donc du guide du voyageur intergalactique, H2G2 pour la version anglo-saxonne. Et alors, j'avoue que j'ai voulu parler de ça, mais à la fois, je me suis rendu compte que la thématique de la fin du monde, ça représente les 30 premières pages du roman. Et on va dire les 5 premières minutes du film pour l'adaptation. C'est que, effectivement, je trouvais ça intéressant de parler de la fin du monde dans ce guide-là, dans le guide du voyage intergalactique, parce que il y a à la fois tout le côté bureaucratique, il y a un côté politique. Moi, je suis pas très branché politique, mais j'aimais bien le fait que, par exemple, on nous fait passer des lois forcées, et là, toute l'histoire du début de la fin du monde dans ce roman-là, c'est que les extraterrestres, et donc du coup des civilisations intergalactiques, veulent faire passer une autoroute interstellaire à travers notre système solaire, et il se trouve que la Terre fait partie des planètes qu'il faut éliminer. Donc, on apprend très vite que les humains sont que la 3e espèce intelligente sur la planète, après les souris et les dauphins. Donc, d'où le fait que ça faisait écho à ce qu'on disait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où les humains râlent, parce que forcément, on est en train de leur parler d'éradiquer, de détruire complètement la Terre, les extraterrestres répondent tout simplement que les plans de la construction de l'autoroute intergalactique étaient consultables depuis 50 ans dans la galaxie de Alpha du Centaure. Donc que du coup, il fallait qu'on fasse un effort pour aller se renseigner quand même. Ce qui est rigolo parce que finalement, souvent la fin du monde dépend de la bureaucratie. Hein, Exactement. C'est ça, tu n'avais pas lu les petits textes en alinéa B2, B3. Exactement. C'est pour ça aussi que ça fait écho à ce qu'on disait en préambule à cet enregistrement, où il faut toujours bien lire tous les petits caractères, parce que des fois, ça se retourne contre nous. Mais c'est assez intéressant quand même que sur cette œuvre-là, la fin du monde ne soit pas la pierre angulaire du truc, que ce soit vraiment juste un détail, entre guillemets, et que ce soit l'élément déclencheur. Finalement, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Gaël, juste avant, on n'est vraiment pas grand-chose par rapport à l'univers, à la galaxie, au cosmos, à tout ce que vous voulez, puis même au temps géologique, etc. Et justement, c'est assez malin et c'est assez astucieux de remettre les choses comme ça en place, en faisant justement mon point de départ de l'histoire, et c'est quelque chose d'assez anecdotique, et c'est la fin du monde, quoi. Ouais, on peut presque atteindre le point de Godwin à la minute 40 d'enregistrement en disant que la fin du monde n'est qu'un détail de l'histoire. À la minute 42. 42, ouais. Ah, 42 42, H2G2, parfait. Après, ce que j'aimais bien aussi, c'est que le personnage principal, donc, qui est Arthur Dent, du coup, devient le personnage central. Et c'est un pauvre, un Pékin anglais, on ne sait pas vraiment quel est son métier, c'est on va dire l'humain moyen sur la planète Terre, qui du coup, il se trouve que son meilleur ami est un écrivain du fameux guide voyageur intergalactique, et qui du coup l'emporte avec lui en autostop dans l'espace, et il passe du coup sa vie en pyjama, avec pour l'envie avoir une bonne tasse de thé à boire, et il y a cette espèce de flegme anglais qui fait que constamment, sa seule crainte, c'est qu'il trouve que tout ça est fort gênant pour sa routine, et que la seule qu'il veut boire, c'est du thé. Et donc, du coup, il y a ce côté humour aussi, où effectivement, c'est la fin du monde, mais très vite, il passe à autre chose, parce que effectivement, le reste de l'univers lui tombe dessus, en fait. En plus, c'est bien une allégorie de notre quotidien au confinement, de rester en pyjama toute la journée et d'avoir comme but ultime d'aller boire une tasse de thé.
Sauf que nous, on traîne pas avec Mos Def, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est que pour le film. Qui a un nom de voiture du coup pour le personnage. Mais... Je suis pas sûr que ma femme ait le même niveau de flow que lui, quand même, quoi. Ça dépend. Si Après, tu l'énerves un peu, peut-être. Hein. Peut-être que... Le flow de Mos Def, quoi. Et donc, pour en revenir à l'auteur aussi, Douglas Adams, il a écrit Les Aventures de Dirk Gently, qui est en série sur Netflix, et dont la première saison est vraiment cool. La deuxième est un peu plus what the fuck, mais la première saison là est vraiment très très cool. Ça parlerait presque un peu de fin du monde aussi, hein, en quelque sorte, mais en version plus holistique. Avais-tu d'autres choses à ajouter sur H2G2, Yann ? Non, c'était principalement ce à quoi j'avais pensé en tout cas. Ouais, et c'est un très 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 gros volume, hein. C'est un gros pavé. D'ailleurs, je sais pas où j'ai mis le mien, j'ai sorti tous mes bouquins récemment. C'est une magnifique trilogie en 5 volumes. Ouais. Mais c'est pas toi qui l'as encore, mon bouquin ? Je confirme que c'est moi qui l'ai. Ah, d'accord, c'est bon, au moins je sais où il est. Donc voilà, ça fait... grande, hein, quand même. Hein. Ouais. Mais justement, c'est une très très bonne lecture pour ce temps de confinement. Je regrette qu'il soit chez Yon à 1 km de chez moi. Mais tu le récupéreras en 2021, c'est pas grave. Ouais, ben non, de 2021, il y aura bien, vu que c'est presque un anagramme de 2012, il y aura bien une fin du monde programmée. Bah, ils vont sortir le COV 20, quoi, tu vois, normal, tu sais, un produit tous les ans. Apparemment, il y a une keynote là qui est préparée au niveau de Wuhan, ils vont présenter le COV 20. Ça viendra de quel animal celui-là ? Je sais pas, apparemment. Faut en trouver un cool, hein, parce que là c'est quand l'ornithorynque, l'ornithorynque quand même, tu vois. Le pangolin, on commence à aller fouiller dans vraiment les tréfonds de... C'est quand même assez cool, moi je propose le carcajou qui est quand même un animal assez stylé avec un nom rigolo, tu vois. Ouais, mais bon, après, quand les Anglais vont commencer à parler de Vulverine, on va moins rigoler. Ben, c'est ça, ouais, tu vois. Il va falloir faire gaffe, là, par contre. Clairement. Bien, qui prend la parole désormais, qui souhaite nous enquérir ? Si vous voulez. Allez, Chloé. Donc du coup, moi l'idée ce sera, si on pérennise tout ça, à chaque podcast de parler, quel que soit le thème, de trouver un parallèle dans One Piece en fait, parce que One Piece, si vous ne le savez pas, c'est le meilleur manga du monde qui a jamais été écrit. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous avez juste tort. En fait, on va prendre ça comme... On a dit qu'on avait de la mauvaise foi ce soir, donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent sûrement pas non plus, du coup, ça fait 22 ans que One Piece est en cours d'écriture. Il y a jusqu'à la semaine dernière 975 chapitres. Donc si vous vous ennuyez pendant le confinement, vous savez quoi faire. Même s'il vous est impossible d'aller chez le libraire ou à la bibliothèque, du coup, allez-y. Gaël a dit que c'était mal les activités illégales en ligne, mais bon, je sais pas, durant le confinement, est-ce qu'on n'a pas un passe-droit pour aller lire en ligne sur d'ailleurs, le Shonen Jump en ligne. C'est ça. Donc, allez voir sur Kiss Manga, il y a une version colorisée officielle qui est hyper jolie aussi. Donc, faites-vous plaisir si vous lisez en anglais. Donc, dans One Piece, c'est un peu comme Watchmen. C'est un peu le même délire que Gaël. Il y a de tout et on parle de tout. Il y a des dizaines et des dizaines de thèmes abordés. Et donc, chaque semaine, je vais essayer de voir que, quel que soit notre thème, on peut trouver des échos. Du coup, là, j'ai extrait quelques éléments parce que la fin du monde... Il y a plein de choses dans One Piece, mais juste pour en citer certains tout petits, moi je pense à l'Ancien Royaume. C'est un royaume qui a disparu il y a 800 ans et dont personne ne sait rien. Et les seules traces écrites qui nous restent sont taillées dans des espèces de pierres immenses, indestructibles. Donc à la fois, on n'a rien sur le royaume, mais il y a ces trucs qui ont résisté à toute destruction. Donc c'est assez cool parce que moi, c'est pas quelque chose que j'avais vu de particulier ailleurs que dans One Piece. Mais on va pas en parler en détail parce que ça spoil au max et j'ai dit que j'essayais d'éviter ce genre de truc, surtout que ça révélera peut-être la fin plus tard. Il y a Barbe Blanche qui est considéré comme le plus fort du monde et qui a un pouvoir qui s'appelle le Gura Gora no Mi, donc c'est le fruit des tremblements de terre et donc clairement il a la possibilité de bazarder toute la planète en un coup. On a une tactique militaire qui s'appelle le Buster Call qui permet d'annihiler totalement une île à coups de canon avec des dizaines et des dizaines de vaisseaux de navires autour. Ça fait très Star Wars avec l'étoile noire aussi, où on voit valser une planète d'un coup. Mais voilà, il y a plein de trucs dans One Piece qui font écho à l'apocalypse. Je vais essayer de me concentrer moi sur un Doomsday en particulier parce qu'il y en a plusieurs. Du coup, je vais vous parler du chapitre 278 qui a été publié en juin 2003, pile quand l'OMS a dit qu'on pouvait lever l'alerte sur le SRAS à Hong Kong. Donc je sais pas, je trouvais ça à propos, ça tombait bien.
Quand je Les- disais que tu lisais One Piece comme les évangiles, c'est C'est ça. vraiment Je suis allée chapitre vérifier 900, les verset dates. 4. Hein. C'est ça. Je suis allée vérifier les dates et ça tombait bien avec une blague sur le SRA. Je trouvais que c'était raccord avec ce qu'on vit là. Du coup, pour vous la faire courte, il y a l'équipage de Luffy qui se trouve sur Skypiea. Donc, en gros, c'est une île céleste qui est à 10 000 mètres au-dessus de la mer et au-dessus des nuages bien plus haut, quoi. Donc, je vous explique pas pourquoi, comment, parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Et là-haut, il y a deux peuples qui s'affrontent depuis des centaines d'années. Donc, d'un côté, il y a les anges qui habitent une ville un peu classique, et de l'autre, il y a les Shandia, c'est une espèce de tribu avec un look indien apache. Ils vivent à part dans des tipis, ils ont des chamans qui fument des joints, enfin, un truc un peu spécial, quoi. Et sur le papier, c'est un pays quand même qui est assez cool, parce que c'est dans les nuages. Sauf que à ce moment-là, tout le monde va crever parce que Ener, qui est un espèce de dieu autoproclamé, il vient de péter une durite. Il est utilisateur, lui, du Goro-Goronomi, donc c'est le fruit de la foudre. Et il a un pouvoir qui le rend quasiment invincible. Rien ne le touche, enfin, c'est un ouf. Et en bon mégalo, dieu autoproclamé, lui, il a asservi tout le peuple et il a des objectifs complètement pétés. Enfin, lui, il veut aller sur la Lune, enfin, un truc qui n'a aucun sens. Et en fait, du moment qu'il est en bonne voie pour les atteindre, il décide d'anéantir totalement l'île céleste une fois après avoir chopé tout ce qu'il y avait à choper, c'est-à-dire des matières, des denrées, de l'or et compagnie. Il décide de lancer un gros orage électrique bien bourrin pour tout faire tomber dans la mer Bleue, donc 10 000 mètres plus bas, quoi. Donc, dans ce fameux chapitre 278, on a Conis, qui est du peuple des anges, qui prévient du coup tous ses potes qu'il faut absolument évacuer l'île parce que sinon c'est la chute de 10 km, quoi. Et en gros, on s'en sort pas. Et ce qui, selon moi, et je pense que vous serez tous d'accord, c'est un châtiment idéal pour les anges, mais plutôt pour ceux de la télé-réalité, quoi. Parce que bon, eux, ça ferait un truc un peu plus épique pour les faire crever. Ça ferait peut-être de l'audience, mais voilà. Et Ça serait les anges de la réalité en chute libre. c'est ça, exactement. Bon épisode. C'est ça, je pense que ça ferait un audimat de ouf. Et du coup, enfin bref, en gros, elle lance l'alerte, tout le monde s'enfuit et ils ont l'aide des Bérets Blancs, qui est une espèce de milice qui officie sur Skypiea et qui travaillait avant pour le dieu Ener et qui retournent leur veste quand le dieu menace de sacrifier toute la population. Donc c'est un peu le bon cliché où c'est les vilains militaires, mais en fait ils sont soumis, ils sont plutôt sympas, ils étaient obligés, enfin tout ça, quoi. Donc du coup, c'est un truc, on voit ça un peu partout. Et après, sur comment on fait pour s'enfuir, les consignes, c'est assez basique, hein, en temps de fin du monde, embarquer sur des bateaux pour fuir, ne prendre aucun bagage et soigner les blessés. Ça fait très Titanic, mais voilà, c'est assez simple. Il y a le cliché de l'entraide entre les peuples, du coup, parce que un des anges, en fait, prévient donc, les Shandia, là, les Indiens, de la destruction imminente de toute l'île, donc ils vont y passer aussi. Et en bons Indiens, eux, sûrement, ils doivent communiquer qu'avec des signaux de fumée, ils n'étaient pas au courant, les pauvres, que ça allait péter. Et il y avait un gros nuage plein d'éclairs au-dessus de leur tronche, mais ça leur a pas mis la puce à l'oreille. Donc heureusement, malgré les conflits, ils s'entraident. Et puis, du coup, 22 chapitres plus tard, une fois que Luffy a éclaté Ener et sauvé Skypiea de l'apocalypse, les anges et les Shandia mettent fin à leur querelle, évidemment, qui les animait depuis 400 ans, et s'entraident pour reconstruire le pays main dans la main. Du coup, c'est encore un bon cliché où je pense que c'est la fin du monde. Du coup, on nous invite à la coopération, etc. Est-ce qu'il y a du sexe interracial entre les anges et les Indiens? Parce que j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Alors, pas dans l'histoire, parce qu'il y a très peu de trucs sexuels dans One Piece. Il y a très peu de refs. Enfin, il y en a quelques-unes, mais pas à ce niveau-là. Mais après, à la fin, comme ils sont tous c'est ça copains. qu'on veut savoir, quoi. C'est ça. À la fin, est-ce que ça fait un ange avec des plumes? Est-ce que ça fait des Indiens? Enfin, je sais pas, moi, tu vois. J'ai envie de savoir, quoi. Pour le coup, si tu veux savoir, je pense qu'en ce moment, sur Pornhub, t'as tout ce qu'il te faut, hein, en termes de contenu. Non, mais pétition à l'auteur pour savoir, quoi. On peut poser la question. Après, ils ont déjà tous des ailes, que ce soit les anges ou les Shandia, ils en ont tous. Donc, on connaît pas trop leur passé. Mais voilà, il y a sûrement un petit bidouillage à un endroit. Et puis après, ouais, comme ils sont tous copains, on sait pas, les futures générations, il y aura peut-être du mélange, quoi. Mais à la base, là où on en est, il y en a pas, quoi. Mais quand même, c'est pour en revenir au complot, hein, je veux dire, tu nous parles d'un truc rédigé à la fin du Stras, et la planète, elle s'appelle Skypiea, non, le truc, l'île s'appelle Skypiea. Enfin, putain, attends, en ce moment, tout le monde utilise Skype. Mais complot, quoi, complot. Mais il y a quelque chose. Du coup, ouais, donc... Tu disais? Nous sachons, en effet. Nous sachons, oui, ouais, ça. Du coup, j'en arrive, moi, enfin, donc, je disais que, voilà, il y avait ce côté très, on est invité à la coopération main dans la main, et pour finir cet exemple dans One Piece, au moins pour cette semaine, je dirais que dans le contexte actuel, le message à faire passer, c'est que, contrairement aux peuples qui habitent le ciel, surtout, n'avancez pas, vous qui nous écoutez, main dans la main, hein, même si vous les avez lavés avant, c'est pas la peine, mais plutôt, vous restez chez vous, vous sortez pas, et puis vous lisez One Piece.
Ah, ça, c'est un bon conseil, ça. Et puis à la fin, vous aurez peut-être l'occasion de baiser des anges ou des indiennes, quoi. C'est ça. mais seulement dans un épisode spécial des Marseillais à Cancun. C'est ça. Voilà pour moi. Merci Chloé. Bien. Je pense que alors c'est Yon est un autre grand spécialiste de One Piece. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter. Non, c'est assez complet. Après, bon, on aura bien l'occasion d'aborder d'autres sujets de fin du monde dans One Piece. Oh, Parce que moi, quand elle a évoqué qu'elle allait parler de ces chapitres-là aujourd'hui, c'est vrai que moi, un autre qui m'est venu à l'esprit, c'est justement ce qu'elle a évoqué tout à l'heure, avec la notion de Buster Call, donc du coup, les canons qui sont susceptibles de détruire une île entière. Il y a une île dans l'histoire qui est détruite, et pour un des personnages principaux, c'est son île d'origine. Et du coup, c'est justement ce qui m'intéressait, c'était aussi, de la même façon que tout à l'heure j'évoquais Arthur Dent, qui du coup était très pragmatique à l'issue de la destruction de la Terre. Donc ce personnage-là, donc en l'occurrence qui s'appelle Robin, du coup après, essaie de survivre parce que c'est une petite fille quand son île est détruite. Elle est l'unique survivante de cette île-là, et c'est les conséquences effectivement de la fin de son monde à elle finalement, et de comment elle a dû survivre après. Je trouve ça très intéressant aussi à développer. C'est ça, il y a plein de trucs et puis on ne sait pas parce que l'île est censée être détruite. En tout cas, il n'y a plus de population dessus et peut-être plus d'habitation, mais l'île en elle-même, elle est sûrement encore là, physiquement en termes de terre. Et donc, on ne sait pas s'il y a un retour possible dessus, sur les traces. On sait que dessus, il y avait une bibliothèque et une partie des livres ont censé avoir été sauvés. Donc voilà, c'est plein de trucs où, sur le retour après le Doomsday, il y a peut-être des choses à revoir dans le futur. En plus, bien. Et Thibaut, t'en penses quoi, toi, qui es aussi un spécialiste très intéressante aussi. Attends, on la refait. Vas-y, Yon, passe et après Gaël. Vas-y, Yon, refais. Non, je disais que en plus, le personnage de Robin toujours a en plus cette espèce de recherche de la connaissance, parce que du coup, elle est à la recherche effectivement d'informations de l'histoire cachée donc d'il y a 800 ans dans l'histoire de One Piece. Et il y a à la fois de ce côté, elle essaie de survivre, mais aussi d'apprendre le pourquoi du comment, du coup, son île a été détruite aussi. Et donc oui, je voulais laisser la parole quand même à Thibaut, qui est aussi un spécialiste, pour voir ce qu'il avait à nous raconter sur One Piece. Eh ben merci Thibaut, ça c'est Merci Thibaut, je pense que c'était pertinent. Ouais, non mais il est toujours très pertinent. c'est le ninja de la prise de parole. Vivement la semaine prochaine. Ouais, vivement la semaine prochaine, oui. Bien, qui veut enchaîner Tomisa? Oui, pourquoi pas, oui, tout à fait. Donc, le sujet de ce soir, c'est la fin du monde. Donc, la fin du monde, on peut appeler aussi Apocalypse. J'ai choisi de parler d'un jeu vidéo qui parle de ce qui se passe après l'Apocalypse. Donc, c'est un jeu vidéo qui a été développé par Hideo Kojima, que beaucoup de gens connaissent, qui a créé la saga Metal Gear. Ce jeu vidéo s'appelle Death Stranding. Il est sorti donc en novembre 2019, donc il n'y a pas très longtemps. C'est un jeu qui a été assez polémique pour plein d'aspects et qui était très mystérieux lors de ses premières annonces. C'est aussi le premier jeu de Hideo Kojima depuis qu'il est sorti de la saga de Metal Gear qu'il a effectué avec Konami, donc pendant plus de 25 ans. Donc je vous en parlais un petit peu. Et je pense qu'il va avoir des liens assez intéressants avec la situation qu'on vit maintenant. Bon, en gros, tout a été dit ou presque sur ce jeu. Beaucoup de gens ont dit que c'était un chef-d'œuvre, beaucoup de gens ont dit que c'était une escroquerie, révolution, arnaque. Le jeu a déchaîné les passions et il continue encore de diviser la communauté du vidéoludique depuis sa sortie. Alors pour ma part, j'ai fait 50 heures de jeu pour arriver au bout de l'aventure. Et je vais essayer de vous décrire au mieux l'expérience que j'ai vécue en jouant à ce jeu et vous donner les liens qu'il y a avec la fin du monde. Donc les États-Unis d'Amérique dans le jeu ont été dévastés par un événement catastrophique qui s'appelle le Death Stranding. Et les derniers survivants de l'humanité vivent désormais isolés et cachés dans des abris, par peur de subir les nombreuses dangerosités présentes dans une terre qui est désormais hostile. Donc, ils sont obligés d'être dans une sorte de confinement, un petit peu comme maintenant. Sauf que ce n'est pas le coronavirus, mais le timefall, qui est une sorte de pluie qui exagère le vieillissement des gens. Donc, à partir du moment où vous êtes touché par l'eau, votre peau vieillit. Et si vous faites toucher régulièrement, vous devenez un grand-père et vous mourrez. Et donc, dans le jeu, on va incarner un personnage qui s'appelle Sam, qui est un livreur. Et la mission de ce livreur sera de remettre en état un réseau de fonctionnement, de communication, qui s'appelle le réseau chiral, qui est une sorte d'internet, qui permettrait de relier les gens entre eux
et d'augmenter les qualités de vie en fait de la population. Et donc quand on commence le jeu, on doit parcourir les États-Unis de l'Est vers l'Ouest et de réunir des gens, de rencontrer du monde et de les connecter les uns avec les autres. Bon, pour ma part, je vais éviter de rentrer dans les détails pour pas trop vous révéler des éléments de l'histoire, mais elle est très riche et complexe, comme on est en droit de s'attendre d'un jeu de ce type. Mais par contre, à votre avis, à quoi consiste l'expérience de Death Stranding ? Death Stranding, c'est vraiment un jeu qui fonctionne avec ce qu'on appelle le Social Strand System. C'est un principe de base qui va consister à effectuer des livraisons d'un point A vers un point B au sein d'une grande map d'open world. Et vous évoluerez dans un environnement post-apocalyptique où la nature a repris ses droits dans de diverses zones à explorer et à traverser. C'est un jeu d'aventure exploration, vous avez à planifier vos expéditions, préparer un équipement adéquat et utiliser le meilleur itinéraire qu'il faut. Certaines zones sont difficiles à traverser car il y a des topographies qui ont été modifiées à cause de cette fameuse pluie. Elle vieillit à la fois les gens, mais elle vieillit à la fois les environnements également. Donc des arbres qui commencent à grandir, à mourir, des roches qui vieillissent et qui s'effondrent, etc. Ce qui fait que les États-Unis dans lesquels on est en jeu ressemblent un peu plus à la Finlande, pour être honnête, plus qu'aux États-Unis qu'on connaît actuellement. Et donc il y a plein d'itinéraires qui sont possibles et le monde est peuplé par des créatures étranges qu'on appelle les BT, les Beach Things, donc les personnes qui viennent d'un environnement étrange, qu'on suppose être des fantômes. Et dès que vous les touchez, ils déclenchent des espèces d'événements climatiques qui font des cratères à l'intérieur de la Terre. Ce qui explique pourquoi toute la population de la Terre a été quasiment exterminée. Et donc pendant que vous jouez au jeu, au fur et à mesure, vous arrivez dans des zones où il y a des personnes qui peuvent aussi vous attaquer. Donc vous avez le choix à la fois de vous infiltrer, de les éviter, ou même de les attaquer, par exemple. Et il y a un autre truc qui est assez intéressant aussi dans le jeu, vous avez un pendant social qui apparaît. Quand vous commencez à connecter des points de contrôle du réseau, vous avez la possibilité d'avoir un contact avec d'autres joueurs qui jouent en même temps que vous, et vous avez accès à plein de possibilités supplémentaires, avoir des réseaux électriques, des véhicules, des ponts qui peuvent être créés, un petit peu comme une sorte de Minecraft. Donc c'est plutôt cool. Alors le problème, c'est que Death Stranding, finalement, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un jeu d'action, un petit peu classique, mais c'est surtout un jeu, en fait, où vous êtes un livreur, des livreaux, un peu. C'est un peu un jeu où vous êtes obligé d'amener un colis d'un endroit à un autre, dans des conditions assez difficiles, et c'est ce qui a peut-être un peu choqué la plupart des gens de la communauté de joueurs. Mais le système est vraiment très très efficace, ça marche très bien, et ça réussit à avoir un propos assez intéressant sur l'état du monde, parce que dans le jeu, toutes les personnes sont confinées, refusent de se faire confiance, refusent de se parler, et le rôle du joueur en fait est d'essayer de changer un petit peu ça, de changer les mentalités, de changer le monde d'une certaine manière, sans parler du scénario, de l'histoire et des personnes que vous affrontez. Et du coup, le jeu est une belle réflexion sur ce qu'est le jeu vidéo en lui-même. Le jeu vidéo est en gros un petit peu quelque chose qui force les joueurs à parfois devoir tuer des gens, les agresser. Et là, pour une fois, c'est un jeu qui propose de connecter les gens les uns avec les autres, en les reliant, en les aidant. Bon, ce qui est quand même assez bizarre, mais qui est plutôt cool comme idée de la part de Hideo Kojima. En gros, voilà, juste pour vous parler un petit peu de ce jeu, c'était intéressant, je pense, de l'aborder, parce que c'est vraiment un jeu qui parle de l'importance du lien social, qui est quelque chose qu'on a tendance à oublier avec les réseaux sociaux, avec l'individualisme généralisé, et je pense que ça peut être une bonne chose pour les gens. Et je vous conseille d'y jouer si vous avez l'occasion. Sauf un truc quand même, hein, attention, hein, c'est la distanciation sociale, ça n'a pas l'air très distanciation sociale, hein, ce jeu. Il touche les gens, c'est un peu moyen quand même. C'est un peu moyen. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que finalement, par rapport aux autres obsessions de Kojima, alors moi, j'ai pas joué à Death Stranding, mais c'est une bonne idée finalement de se le télécharger, de faire le livreur Deliveroo pendant 3 semaines. C'est dans Metal Gear, ça tourne toujours. Bon, ceux auxquels j'ai joué, parce que j'en ai quelques-uns que j'ai ratés, ça tourne toujours autour de machines de mort. Et donc de complots militaires, de destruction, hein, avec l'arme ultime. Et donc c'est finalement quelque chose qui revient assez souvent dans l'imaginaire, à la fois de Kojima. Finalement, Death Stranding, c'est bel et bien une sorte d'arme ultime, entre guillemets, c'est une sorte d'extinction de masse qui a eu lieu à un moment. Donc
où on découvre les origines d'ailleurs en jouant au jeu. Mais c'est vrai que la thématique principale du jeu est clairement l'entraide et le lien en fait entre les gens, ce qui est assez original, on va dire. Et ce qui explique que beaucoup de gens n'aient pas aimé, en fait, puisque Bien sûr. on vit quand même plutôt dans une société individualiste où les gens, justement, jouent aux jeux vidéo pour être... C'est pas pour rien que tous les jeux qui marchent hyper bien, les jeux qui marchent super bien, c'est les jeux comme... Les FPS. Fortnite, Apex, où le but c'est d'être numéro 1, c'est d'être le meilleur, d'être le premier. Et finalement, là, peut-être si tu essaies de faire ça en jouant à Death Stranding, tu passes peut-être à propos du jeu, à côté du propos du jeu, pardon, et tu passes à côté, quoi. C'est ça. Moi, ça m'a donné envie d'essayer, tu vois, ça a piqué ma curiosité. Bon, c'est vrai que j'ai débranché ma console il y a un an et j'ai pas rebranché depuis. Là, c'est le moment parfait. C'est peut-être le moment. Là, en temps de confinement, tu seras vraiment complètement dans le thème parce que le jeu se passe pendant un confinement massif et généralisé. Et toi, tu es obligé de sortir dehors dans des conditions extrêmement délicates, éviter les gens. Enfin, toutes les thématiques qu'on vit actuellement sont présentes dans le jeu. Donc c'est plutôt le jeu approprié pour. Ça m'entraînera à aller acheter une baguette, quoi. Voilà, exactement. Mais tu peux livrer des pizzas aussi dans le jeu, d'ailleurs, c'est assez drôle. Pour le coup, moi, ça me... Vas-y, Yann. Moi, je disais une petite pensée à tous les livreurs Deliveroo, justement, qui Uber Eats et compagnie, qui en ce moment jouent la vie littéralement pour que les gens puissent bouffer des burgers et des pizzas. Mais ils risquent moins de se faire écraser quand même, hein, je pense. En termes de risques physiques, ils sont peut-être moins sous le coup de se faire déglinguer par une bagnole qui ne regarde pas. Et Sylvain appréciera quand même ce genre de choses. Après, il y a une façon simple de lutter contre ça, c'est de ne pas commander de la bouffe pendant le confinement, quoi. C'est simple. Fais-toi tes burgers toi-même. D'aller se battre pour acheter des paquets de coquillettes dans les supermarchés, c'est vachement mieux. Non, mais il y a des gens qui se font des soupes avec 25 légumes en coupant les légumes très fort. C'est très inspirant, ouais. C'est très inspirant. Après, pour le coup, j'ai coupé mon micro et c'était vachement bon parce que j'ai mangé en vous écoutant et ça valait quand même le coup, quoi. Mais non, moi, ça me fait penser à un truc qu'on a dit tout à l'heure sur Kevin Costner. J'y reviens. Moi, ce jeu à l'écoute, comme ça, parce que j'en avais jamais entendu parler, ça me fait grave penser au film The Postman, un truc de 97 là. Où, c'est post-apocalyptique après, pareil. Et puis lui, je sais pas, il fait un peu le mec qui déclame des trucs de Shakespeare, si je me rappelle bien. Et en gros, derrière, il se cache parce que pareil, il y a une milice qui veut tuer tout le monde et il se planque dans la voiture d'un facteur qui est mort. Et en fait, il se fait passer plus tard pour le facteur qui a repris le service postal, alors que pas du tout. Et il trace habillé en facteur avec ses lettres. Et puis, il commence à distribuer le courrier à tout le monde. Et il relance un peu la société et une espèce de groupe de guerre contre cette milice pour s'en sortir. Et puis, à la fin, rétablir un système qui fonctionne, quoi. Bah, du coup, c'est cool. C'est donc toi la personne qui a vu le film. Original, Kojima. Qu'est-ce que tu disais, Yann? Je disais, c'est donc toi la personne qui a vu le film. Oui, c'est ça, c'est moi. Mais je crois que je l'ai vu 3 ou 4 fois. Mais dit comme ça, tu vois, c'est vrai qu'il faudrait faire une liste curative de films peu vus, peu connus. Après, il est pourri, je pense. Hein. Il doit durer 3 heures. C'est un truc hyper long qui passait sur la 1 en hiver quand j'étais petite. Mais je pense que j'ai dû le voir 3-4 fois sur TF1. C'est le film qui l'a ruiné. C'est à cause de ça d'ailleurs qu'il a fait une traversée du désert, qu'il est passé la tête sous l'eau, comme disait Sylvain tout à l'heure, en fait. Et je pense honnêtement, pour le thème d'un des prochains podcasts, on pourrait faire des films avec Kevin Costner. Hein. On les a tous fait. Défends ton film préféré avec Kevin Costner, quoi. Ouais, j'avoue. Ça pourrait être cool. Le problème, c'est que tu pourras pas parler de One Piece, Chloé, quoi. Ouais, mais je vais trouver un mec qui a sa gueule dans le. C'est quasi sûr qu'il a repris Kevin Costner parce que. L'auteur de One Piece, il adore Danse avec les loups. Des codes européens. Ouais, il y a Danse avec les loups. Et bien sur Skype, quand tout le monde est copain ou juste avant, ils dansent tous avec des loups autour d'un grand brasier. Tu vois, c'est fait. Allez, check. Ouais. Ok, bon. Alors, la semaine prochaine, retrouvez-nous dans notre épisode spécial Kevin Costner. Ah non, on avait dit qu'on faisait Disney. Ouais, mais Disney s'est repoussé. Disney, ça a été retardé. Ah mince, pourquoi? Bah, parce que. Il y a Kevin Costner. Qui a demandé de repousser la sortie de Disney de 2 semaines. D'accord.
Faut regarder un peu de bande passante pour les entreprises, tu comprends parce que... Ouais, pour pouvoir enregistrer des podcasts, par exemple. Oui, ou non, mais tu vois, pour que les gens ils prennent leurs agios à la fin du mois, sinon, tu comprends, les banques, les pauvres, ça va être compliqué, quoi. Ils me font de la peine, les banques, ouais. Gaël qui vient d'acheter sa maison récemment. Ils me font de la peine. Je suis content. C'est gros bâtard. Ouais, je suis dans ma maison, donc pour l'instant, ils m'ont pas foutu dehors. C'est un super investissement, une maison en temps de confinement, quoi. Oui. Écoute, c'est plutôt une bonne idée, finalement. J'ai une cour et je peux regarder passer les pigeons. Et plein d'autres oiseaux. Et les chats? Les chats, non, il n'y en a plus. Le chat la voisine a déménagé, elle avait un chat, donc il n'y a plus de chat. Donc je suis content. Il n'y a plus de chat. J'aime pas les chats. Bien. Il reste plus que Sylvain, je crois, qui n'a pas dit ses petits mots. Qui n'a pas joué à Death Stranding, peut-être non plus. Non plus. Mais par contre, du coup, j'ai hésité là à me prendre parce que je suis en train de jouer à 2-3 jeux, mais qui sont plutôt des jeux de quand tu as 20 minutes à tuer parce que j'ai un bébé, donc c'est un peu galère de partir sur des gros jeux narratifs. Mais j'hésitais justement entre Death Stranding et Red Dead Redemption 2 que j'ai pas eu le temps de faire. Et je pense que du coup, je vais partir sur Death Stranding. Et je vous en voir le coup, il y a moyen de faire des sessions de jeu aussi dans Death Stranding. Bon, ça prend quelques heures quand même en général au début, mais à partir du moment où le jeu est lancé, on va faire quelques petites parties assez courtes quand même. Oui, tu joues sur les temps de sieste, quoi, comme tout le monde. C'est ça, exactement. On peut faire la sieste dans le jeu d'ailleurs aussi. Au lieu de passer une heure, tu passes 60 minutes, c'est un peu moins long, quoi. Ouais. Non, mais ouais, je vais tester ça, ouais. Ça a l'air bien cool. C'est à moi. Alors, moi, je vais vous parler d'un film qui... Alors, je sais pas si ça rentre vraiment dans le champ de la pop culture, parce que c'est un film qui est plutôt indépendant et pas très vieux, donc qui a peut-être pas encore eu le temps de devenir un objet pop. Il s'agit de Take Shelter, un film américain de Jeff Nichols, sorti en 2011. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Oui. Donc avec Michael Shannon, qui est depuis devenu l'acteur fétiche du réalisateur, qu'on a pu voir dans Mud et Midnight Special du même réal. Et qu'on avait vu déjà quelques années plus tôt dans Bug de William Friedkin, qui traitait également de fin du monde, mais sous un autre angle. Et qu'on a pu voir aussi après dans Superman, dans je sais plus lequel, Man of Steel. Ouais, également. Où il est tellement bodybuildé qu'il ressemble à Nacho Vidal, l'acteur porno. Je vois qu'il y a de la ref. Il y a de la bonne ref dans ce podcast. Et qu'on a vu aussi dans The Shape of Water plus récemment, et où il est tout aussi halluciné et génial. Il avait frôlé l'Oscar aussi du second rôle dans Les Noces Assassines, ou je sais pas comment, le film avec DiCaprio et Kate Winslet, où ils s'affrontent, il joue le beau-frère un petit peu pas très stable psychologiquement. Ouais, carrément, c'est vrai. Ouais, j'avais zappé ça, mais c'est vrai. Donc voilà, je vais faire un petit synopsis pour voir de quoi ça s'agit. Donc Curtis LaForge, qui est donc le personnage principal interprété par Michael Shannon, mène une vie paisible avec sa femme et sa fille, et c'est un membre apprécié de sa communauté dans l'Ohio rural. I love you. Bye. What's the matter, you curse? It sounds like thunder. Donc tout bascule quand il commence à être sujet à des cauchemars annonçant la menace d'une tempête de grande ampleur. Ces cauchemars se changent bientôt en hallucinations que lui seul semble voir, et Curtis bascule visiblement peu à peu dans la folie, cherchant par tous les moyens à prévenir les autres du danger imminent qu'il sent peser, mais personne n'accorde foi à ses angoisses. Psychose ou prophétie, une menace sourde semble se préciser à mesure qu'il sombre dans la paranoïa, ou bien a-t-il raison, et le temps est déjà compté. Donc, quand notre host nous a annoncé le sujet du premier numéro du podcast, j'ai de suite pensé à ce film parce que je trouvais que son sujet faisait pas mal écho à l'actualité, malgré le fait que la source de la menace soit d'une autre nature, là donc plutôt climatique.
Bon, c'est pas un film à twist, mais il repose quand même sur des ressorts narratifs qui s'enchaînent et qui montent crescendo, donc je vais essayer de pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu parmi vous et parmi nos potentiels auditeurs, et je les encourage d'ailleurs à le découvrir. Donc ce qui m'a semblé intéressant dans ce film par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est le combat personnel et solitaire du personnage euh, qui pour essayer de faire ressentir à son entourage l'ampleur du danger qui guette, selon lui, et le fait que personne n'y accorde foi et continue de vivre normalement. Donc au moment où le film est réalisé, en 2011, c'est un sujet qui peut être rapproché d'une angoisse strictement américaine, qui a déjà été maintes et maintes fois euh, l'objet de représentation au cinéma, à la télé, dans toute forme d'objet culturel. Euh, Par rapport, dans un premier temps, à la paranoïa générale qui avait été entretenue durant la guerre froide et qui avait conduit beaucoup d'Américains à construire des bunkers dans leur jardin et qui a ressurgi après, un peu plus tard, avec les attentats du 11 septembre et le nombre grandissant la mode survivaliste, les gens qui se préparent à la fin du monde, que ce soit venu d'un holocauste nucléaire ou de toute autre nature. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le film, comme un petit peu dans l'actualité, on peut voir s'opposer deux manières d'appréhender les choses dans une atmosphère ambiante de menace, surtout quand c'est à l'échelle internationale. Donc ceux qui anticipent un danger potentiel parfois excessivement, ce qu'on a pu voir avec les pénuries de PQ par exemple, on a tous pensé que c'était profondément débile, je pense, mais en fait quand on y pense, on est face à un danger inconnu, donc c'est pas si étonnant avec du recul de voir des réactions excessives, même venant de gens qui en temps normal sont pas nécessairement des abrutis, mais qui dans Et un... est-ce qu'on veut vraiment mourir avec le cul sale? C'est ça la Et question qu'on se voilà, pose, c'est quoi. ça, parce que c'est quand même à la fin, c'est quand même comme ça qu'on te retrouve, quoi. Et je pense que Eh ben justement, oui. ces gens-là, il faut prendre un peu de recul et prendre les choses vraiment littéralement. Ils se chient dessus, d'où les stocks de PQ. Mais exactement, quoi. C'est Et Exactement. après c'est aussi un truc civilisationnel, hein. En Espagne, ils se sont pas rués sur les PQ parce que sur la dans paille toutes et les la maisons, il y viande. a encore des bidets. Encore des bidets, voilà, pour se laver le cul. Ah, pas faux. Eh ben ouais. Eh Bah, ben ouais. après, on Au peut se Japon, laver, on peut pareil. aussi prendre une douche, on peut aussi. Non, mais enfin, le coup du PQ, c'était vraiment un sketch, quoi. Mais bon. Sinon, t'arrêtes de chier aussi, hein, c'est possible. Bah, de toute Ça, façon, à un moment, alors, si tu manges que c'est du riz, Bolsonaro qui l'a dit en plus. si tu manges que des pâtes et du riz, Mm. Et bien sûr. Tu finis Non, par puis chier les plâtres. Ouais. comme disait Alain Chabat, chier, c'est perdre du temps, pas chier, c'est en gagner. bah, c'est vrai que c'était une des déclarations les plus fines et les plus intelligentes de Bolsonaro, qui enjoignait le peuple à ne chier qu'une fois sur deux. Donc après, bon, faut voir logistiquement comment ça marche, mais c'est peut-être pas si con. Et, et donc voilà. Et donc la deuxième catégorie, donc qui s'oppose aux gens qui pètent un câble, en fait, qui paniquent totalement, c'est ceux qui croient pas ou qui décident de pas croire à cette menace et à continuer de vivre normalement, coûte que coûte, parfois en dépit du bon sens. Comme justement, t'en parlais, je crois, Gaël, tout à l'heure, les gens qu'on a vus en France le week-end dernier, en France et ailleurs d'ailleurs, parce que j'ai des amis en Angleterre qui m'ont dit que c'était la même, qui continuent leurs activités habituelles, voire même qui sortaient plus qu'à leur habitude, alors qu'à quelques centaines de kilomètres en Italie, on entassait déjà les cercueils. Donc voilà, je pense que nos civilisations, en fait, ça c'est un truc que tu as évoqué aussi tout à l'heure, ont une mémoire limitée de l'appréhension du danger, et qui, dans l'inconscient collectif, en fait, passe, j'ai l'impression, beaucoup par la peur au niveau mondial d'une fin du monde, passe beaucoup par une guerre armée, en fait. On a une notion du danger qui colle invariablement à l'utilisation d'armes, que ce soit euh, chimiques, bactériologiques, nucléaires ou d'armes à feu, parce qu'on a
très bien en mémoire les guerres du XXe siècle, mais tout le monde avait à peu près zappé la grippe espagnole, qui a pourtant à peine 100 ans. Donc voilà, c'est très difficile de faire comprendre à certaines personnes que la menace peut venir d'ailleurs, de quelque chose qu'on ne connaît pas, de maladies inconnues ou de dérèglements climatiques qui sont déjà en plus à l'œuvre. Dès lors, cette opposition systématique est souvent guidée par la peur et l'ignorance, et c'est un peu ce qui se passe dans Take Shelter, ou avec les climato-sceptiques actuellement, par exemple. Les oppositions que rencontre le personnage principal sont violentes, sauf venant de sa femme, qui, elle, tente de l'apaiser, mais ne le croit pas pour autant. La communauté dans laquelle il vit préfère le rejeter plutôt que d'entendre ce qu'il a à dire, même jusqu'à son meilleur pote, parce que dans l'hypothèse où ces allégations seraient vraies, personne ne serait vraiment à l'abri, et donc à l'angoisse d'un danger potentiel s'oppose la peur de l'inconnu et le refus de l'idée même du danger en lui-même. Et donc voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ce qui s'est passé ces dernières semaines et qu'on voit partout un peu dans le monde avec des mesures au compte-gouttes, parce que les gens repoussent l'échéance de la prise de conscience, que ce soit au niveau politique ou individuel d'ailleurs. Ce qui est cool en plus du film, c'est qu'il est, ça revient un peu à ce que disait Sylvain au début sur Years and Years, c'est qu'il est très naturaliste. En fait, c'est que vraiment on a un film très épuré en termes de mise en scène, même il emprunte des vols d'oiseaux, des trucs qui sont vraiment des plans de nature pour les rendre un peu anxiogènes. Je pense à un moment là, la pluie d'oiseaux morts là, qui est vraiment une image. C'est vrai que moi, je me souviens assez peu du film, mais je me souviens vraiment de ce plan-là. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans les news. Il y avait, je crois, il y a un an et demi, il y avait eu une news justement sur une pluie des tourneaux morts, vraiment comme dans Take Shelter. Ça m'avait vraiment frappé, qu'on avait retrouvé, je sais plus où en France. On avait retrouvé une nuée de plusieurs dizaines d'oiseaux morts comme ça, tombés au sol. C'était à Rouen à la fin de l'année dernière. Ah ouais, carrément. Ouais, non, mais je sais pas s'il n'y avait pas eu un truc comme ça, non? Il n'y avait pas eu des oiseaux qui étaient claqués à Rouen? C'est possible, ouais. À Rouen, il n'y a pas que les oiseaux. Mais bon, ils ont dit les gens que c'était un peu pollué, mais pas trop. Mais pas trop. Source officielle. Non, le mec il a dit c'est toxique, mais pas trop. Je me souviens, ouais, ça c'était une punchline. De toute façon, c'est le gros problème de nos sociétés d'aujourd'hui, c'est que là, tout le monde se rend compte que ça fait 3 mois pour la Chine et moins pour les autres, mais que ça améliore plein de trucs au niveau climat. Et où, dans 3 mois, quand on sera sorti de tout ça, on aura encore les gros cons à la Trump qui diront « Mais non, c'est faux, ce n'est pas des vrais chiffres, on vous a menti !» Enfin, je ne sais pas si vous avez vu récemment, là, il y a son directeur de tout ce qui est sciences, médecine, etc., qui est hyper sérieux et qui n'est pas un gros con, qui, pendant une allocution de Trump, se prenait la tête, mais vraiment dans les mains, l'air de dire « Mais quel gros naze !» parce que il dit l'opposé de ce que lui conseille. Donc c'est à la fois fantastique en termes d'image, en termes médiatiques, et à la fois hyper désolant, quoi. Ouais, carrément. Mais ouais, je trouve ça assez marrant, cette propension que finalement on a tous à notre niveau perso et au niveau collectif d'avoir tellement tellement peur un petit peu de cette notion de fin du monde avec laquelle pourtant on a tous évolué, parce qu'on est tous, je pense qu'on a tous la trentaine, quelque chose comme ça. Et et donc on n'a pas grandi vraiment avec l'angoisse de la guerre froide, mais par contre on a grandi avec tous les produits culturels qui avaient été produits pendant cette période. Donc effectivement, comme je sais plus qui le disait tout à l'heure, ça fait partie de notre background culturel et intellectuel. Et pour non, mais ça devait être quelque chose de Quoi? Non, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, et pourtant, quand ça se profile, tout le monde est un petit peu sur le cul, quoi. Donc, oui, alors qu'on s'y attendait, normalement on était préparé, quoi. Mais là, quand tu me dis la peur de la guerre froide, c'est débile, excusez-moi. Mais à chaque fois que je pense à l'angoisse de la guerre froide, je pense au film Red Dawn. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, avec Schwarzy? Non, c'est avec putain, je crois qu'il y a Martin Sheen, un truc comme ça.
ou Ça me dit Emilio rien du Estevez, là, tout. un des deux. Et en fait, c'est genre, ça se passe dans la campagne aux États-Unis. C'est des lycéens qui sont dans un bahut. Et en fait, il y a des parachutistes soviétiques qui arrivent et qui attaquent les gens et qui les butent, quoi. Et eux, ils s'organisent, ils créent la résistance, tu vois, avec des carabines à plomb. C'est Et avec ils tuent des Estevez, soldats ça russes. Mais ouais, je crois que c'est un des deux, ou Charlie Sheen quand il était jeune, un des deux, Alors, quoi. je Et il y en a, regarde, je je crois suis qu'il y a- sur la Attends, fiche putain. Wikipédia. Donc, il y a Patrick Swayze, Charlie Non, c'est Sheen, Patrick Swayze. Charlie et il y a Sheen. Charlie Ah Sheen ouais, aussi, ouais. carrément. Il y a Jennifer Grey. Et si je me rappelle bien, c'est genre, c'est le scénariste de Conan qui a écrit ça. C'est vrai, John Milius, carrément, ouais. John Milius, qui est quand même un gros faf de ouf, tu vois. Et le film, il va hyper loin, c'est-à-dire qu'il y a des camps de concentration où les mecs mettent les Américains, ils les enferment dans des camps pour les soviétiser. En fait, ils les obligent à regarder des discours de Staline, tu vois. Et putain, mais c'est nul, quoi. Et je me suis dit, mais ça, tu vois, pour les générations des boomers et tout ça, ça devait être un vecteur d'angoisse de ouf, tu vois. Genre, les directeurs de banque des années 80, quand ils regardaient ça, ben, je pense qu'eux, ils avaient besoin d'avoir le stock de PQ parce qu'ils devaient se chier dessus, quoi. Tu vois, c'était, Le marxisme aux États-Unis pendant les années 60, c'était quand même très 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 violent, hein, la vision du monde soviétique aux États-Unis, Ah, c'était limite. Ah ben à l'époque, les cums, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, hein. À cette époque-là, Éric Zemmour, il était producteur, il faisait ce qu'il voulait, quoi, tu vois. Alors Il que faisait là, des films. aujourd'hui, personne ne lui tend le micro, quoi. C'est ça. Mais ouais, mais parce que c'est normal, on peut plus rien dire, monsieur. Alors, faut savoir quand même parce que merci Wikipédia en direct, hein, il y a L'Aube Rouge, il y a un remake qui a été fait en 2012 avec Chris Hemsworth. Donc voilà, et on a remplacé les soviétiques par les Chinois. Ah, Voilà. bah oui. Voilà, donc, C'est pareil, non? voilà, donc comme quoi la boucle est bouclée, hein, on trouve toujours un nouvel ennemi. Peut-être qu'il y aura un remake avec le coronavirus, hein, l'ennemi invisible. Mais ce sera pareil, ce sera avec les Chinois, quoi. Oui, c'est vrai. Non, ce sera avec vois. les pangolins. C'est des pangolins Les comme ça qui nous toussent pangolins. dessus comme ça. En plus, ça va être trop mignon quand ça tousse. Un pangolin quand ça éternue. On changera des reptiliens. Eh mais quand même, Red Dawn, premier film où il y avait Patrick Swayze et Jennifer Grey avant Dirty Dancing, quoi. C'est vrai. C'est-à-dire que avant de danser collé serré et de faire le super porté de la folie là qu'on a tous essayé de faire avec sa meuf à la piscine, Non. ces gens-là, C'est la terreur ces gens-là, communiste qui les a réunis, quoi. ils ont quand même, tu vois, repoussé la pourriture communiste hors des États-Unis, quoi, hors du Kentucky, si je puis me permettre, quoi. C'est ouf. On aura appris quelque chose ce soir. Eh ben putain, ouais, on se couchera moins con. On a bien fait. Ouais. C'est clair. Bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on peut laisser juste un petit truc à propos de ça, enfin, si truc bien sympa, c'est, je sais pas si vous connaissez l'humoriste Lewis Black, qui est un humoriste américain, un stand-upper qui doit avoir pas loin de 70 balais maintenant, mais donc qui a grandi en pleine psychose et paranoïa contre les communistes, et qui en a fait un sketch qui est absolument hilarant, où il raconte comment on les conditionnait à l'école quand ils étaient gosses à être toujours prêts, toujours sur leur garde contre la menace communiste et la menace nucléaire. Et dit comme ça n'a pas l'air fun, mais le sketch est très très drôle. On mettra un lien dans la sur YouTube, on pourra mettre un lien. Ouais, carrément. Et après, dans un autre truc dont moi j'avais parlé quand on réfléchissait là à ce dont on pouvait parler et que tu trouvais pas justement, Syl, toi, ton titre de bouquin, moi le premier truc qui m'est venu en pensant à l'Apocalypse, c'est Jean-Yann. Du coup, c'est un truc que mon père écoutait, ça passait à la radio quand il était jeune. Et donc, c'était une espèce de chronique où le mec a inventé comme ça un sujet sur l'apocalypse chaque semaine. Donc, ça partait un peu en cacahuète, évidemment. Et derrière, ils en ont fait un bouquin que mon père m'a filé quand j'étais, je sais pas, donc je devais être ado. Et en fait, c'est la civilisation automobiliste poussée à son plus, où en gros, les gens vivent dans leur voiture, genre ils mangent dedans, ils font 30 jours de trajet pour aller à leur bureau et après 30 jours de retour pour rentrer chez eux. Enfin, c'est devenu une société tellement pourrie qu'en fait, il y a une espèce
de guerre entre les pays pour essayer d'éliminer les voitures. Et en fait, moi, ça m'avait grave traumatisé petite, où tu as des contrôles de façon permis de conduire qui sont aléatoires et où on te fait genre des tests des yeux avec des sortes de jumelles. Et si t'es pas bon, bah, tu as des espèces de cul de tire-bouchon là, qui te sortent dans les yeux et t'es mort. Et comme ça, on t'élimine et il y a moins de voitures. Et du coup, ce Ah, truc mais est hyper. sympa, Jean-Yann. Oui, c'est hyper intéressant, c'est hyper gore, c'est hyper chelou. Et ça part d'un mec comme ça qui essaye de se sortir de cette espèce de civilisation pourrie. Et après, ça part complètement en couille. Ça finit avec des sélacantes, là, les poissons. Gaël, tu t'en parleras mieux que moi de ça. Ah, Et ce bouquin est complètement fou. Je crois qu'il y a tout un peuple qui vit sous la terre. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc ça, je vous le conseille vachement parce que ça se lit vite. Moi, je pense que je demanderai après le confinement à mon père de me le refiler parce que c'était vraiment délirant et un peu cool. Et un peu vieux, du coup, pas pop culture, mais bien. ah bah si, c'est justement Jean-Yann, c'est pop culture. En plus, 30 jours aller, 30 jours retour pour aller bosser, ça s'appelle la rocade, non? Et c'est Ou le périph', hein, t'as parce les que pour titres, les non-bordelais. L'Apocalypse, c'est pour demain. C'est D'accord. pas très long, Ok. hein, il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est hyper tordant, quoi. Et moi, j'ai vraiment des images ancrées en moi de ce truc où ils sont dans leur bagnole et ils font des trucs, mais horribles, quoi. Et c'était parfait. Ouais, bah, je vais me choper ça, ça a l'air cool. Bon, mais on a fait. Il y a quoi? Il y a une heure de métrage, un peu plus, Une heure et presque demie. 1 heure et demie. Oh là là, Une heure et allez, demie. si les vaillants qui Cutter. sont encore là, ouais, si les vaillants sont encore là au bout de. Alors on va pas dire qu'il y a 1 heure et demie alors pour Non, on va s'il y a du cutter. cut, mais pour les vaillants qui sont encore là, coucou, toi on te reconnaît, tu es notre fan. C'est Thibaut. Et pour nous, parce Tu es qu'on notre mère, probablement. voilà, ça, on va pouvoir se réécouter surtout. Moi, je sais que j'ai moto Ah, kiffé. bah, évidemment, en faisant du sport dans la semaine prochaine. Voilà, exactement. Pendant que je ferai mon parcours abdominal, ventraux, fessiers et bière. Et voilà, bon, mais c'était une bien belle émission. On a appris plein de choses, mais en tout cas, j'ai appris plein de choses grâce à vos interventions. Mhm. Et, Alors, on fait quoi la semaine prochaine? On fait Disney ou Kevin Costner? mais on peut laisser la surprise. On peut laisser la surprise, tout simplement. Ouais, mais nous, faut qu'on se Et, décide après, par contre. oui, oui, mais la décision se fera. Elle se fera un jour. On peut très bien parler de Disney et Kevin Costner. Il y a Oui. certainement. Ou alors on fait une spéciale Thibaut où il n'y a que lui qui parle pour se rattraper de cette Pendant 1 heure et demie. L'émission sera pas très longue. Ça peut être un peu long, mais ça peut être intéressant. Faut pas le mettre au défi. Ce sera très intéressant. Ouais. Il nous parlera de natto. Ah oui. Les 110 Bien, bah, meilleures merci à recettes tout de le monde. Thibaut. Ah, À oh, base bah de ça, natto. il va nous faire rêver. Ouais. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis, Merci. Et on se retrouve la semaine revoit prochaine. la semaine prochaine. Ouais. Et donc, à bientôt pour ce fameux podcast dont on ne prononcera plus jamais le nom. Salut. Bonne soirée. Bye bye. Salut. À très bientôt.